Bonsoir à tous et bienvenue. Heureux de vous retrouver à la une de l'actualité ce soir. La situation en Guinée, au lendemain du coup de force qui a renversé le président Alpha Condé, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a reçu ce matin le gouvernement sortant et les responsables des institutions. Il a ensuite promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et assuré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Et puis en sport, la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Les éléphants de Côte d'Ivoire accueillent actuellement les lions indomptables du Cameroun, qu'ils mènent 2-0 au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Avant la rencontre, la présidente du comité de normalisation de la FIF mobilise autour des éléphants. Dans l'actualité, ce soir, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État était devant le Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien, pour la présentation des projections économiques et budgétaires du gouvernement sur la période 2022-2024. Présentation faite en présence de Pierre Dipomelin. Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Les sénateurs reçoivent Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il s'agit de présenter à la Chambre haute le rapport de présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024 dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Selon le ministre, les projections portent sur 7,7%, le taux de croissance moyen annuel, avec un budget qui va osciller entre 9 000 milliards de francs CFA en 2022 et 11 000 milliards de francs CFA en 2024. Le ministre indique aussi comment le gouvernement compte s'y prendre pour réaliser cet ambitieux programme budgétaire. Pour réaliser cela, à la vérité, il faut avoir une politique économique de qualité. Et c'est à cela que nous nous éverdions. Ça veut dire donc que vous travaillez à créer les conditions pour que le rythme de création de la richesse s'accélère. Et donc, ce qui permet de collecter suffisamment de ressources sur l'économie nationale pour financer des biens publics, mais aussi du fait de la qualité de votre gestion macroéconomique, d'instaurer de la confiance avec des partenaires qui sont prêts à vous accompagner pour financer votre budget. Et donc c'est tout ça qui fait que nous allons avoir ces progressions au niveau du budget et ce sont des ressources qui vont être prioritairement aller vers l'amélioration des conditions de vie des populations, donc des investissements dans les infrastructures et les biens d'équipement collectifs, la santé, l'éducation des Ivoiriens, les routes, l'énergie, ainsi de suite, qui permettra donc de garantir la pérennisation de notre rythme de croissance actuel. Ces échanges ont permis aux sénateurs d'apprécier la politique de développement du gouvernement et d'émettre des observations et commentaires. C'est un document qui a été très bien préparé. En ce qui nous concerne, il y a des points sur lesquels on a insisté fortement en ce qui concerne la collectivité territoriale, l'allocation des ressources. Première chose, deuxième chose, qu'on appelle qu'il y ait une fluidité en ce qui concerne le paiement de la dette intérieure qu'il faut retenir et puis qu'il faudrait qu'il y ait un guichet dédié pour financer les investissements des collectivités territoriales parce que ce sont des éléments clés dans le développement de notre pays. Le ministre Moussa Sanogo a aussi indiqué qu'à cette même période, l'inflation sera contenue à 1,6% en moyenne et le niveau d'endettement devrait rester soutenable et en cohérence avec la stratégie de gestion de la dette à moyen terme avec un taux d'endettement en baisse sur la période, passant de 49,7% en 2022 à 44,4% en 2024, en dessous du seuil communautaire de 70%. Je vous l'annonçais en titre, dans l'actualité ouest-africaine, la situation en Guinée, la vie semble reprendre progressivement son cours normal à Conakry, marqué par une forte présence militaire 24 heures après la chute du président Alpha Condé. Les putschistes, avec à leur tête le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ont promis ce lundi un gouvernement d'union, malgré les nombreuses condamnations de la communauté internationale. On retrouve Pierre Dipomelin. Conakry, la capitale guinéenne qui s'est réveillée sous couvre-feu ce lundi. Les militaires putschistes ont dressé à l'entrée du centre-ville des barrages contrôlés par des soldats des forces spéciales, assistés de quelques hommes du bataillon autonome des troupes aéroportées. Le CNRD, Conseil national du rassemblement et du développement, tente de rassurer les Guinéens à travers une série de communiqués à la télévision nationale. Le CNRD annonce la réouverture des frontières aériennes et annonce la reprise
des vols commerciaux et humanitaires uniquement. Les ex-personnels de la sécurité présidentielle sont sonnés de rejoindre le groupement d'intervention rapide du kilomètre 36 immédiatement. Faute de quoi, un ratissage dans les règles sera fait sur toute l'étendue du territoire national. Nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Nous avons pris toutes les mesures pour qu'il ait accès à des soins de santé, également qu'il soit en contact avec ses médecins. Dans la foulée, Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de la Guinée, annonce un gouvernement inclusif. Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Mais les condamnations, elles, sont persistantes. Je suis personnellement de très près la situation en Guinée. Je condamne fermement toute prise de pouvoir par la force des armes et demande la libération immédiate du président Alpha Condé. Après avoir arrêté le président guinéen Alpha Condé, les putschistes ont annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement avant d'instaurer un couvre-feu dans tout le pays. En dépit des condamnations de la communauté internationale, des scènes de liesse ont été constatées à Conakry. Retour à l'actualité ivoirienne avec ce chiffre qui interpelle la conscience collective. En 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 1500 morts dans les accidents de la circulation sur nos routes. Il faut freiner cette escalade de drames liés aux accidents de la route. Suite à la campagne nationale de formation, d'information et de sensibilisation sur la sécurité routière, le ministère des Transports a lancé ce lundi la deuxième phase qui consiste au déploiement officiel de la vidéo-verbalisation. Ce système dématérialisé de contrôle routier entre officiellement en vigueur dès demain et sera accompagné de répression. Nadia Eja, Tanguy Conan. Demain, 7 septembre 2021, la vidéo-verbalisation entre officiellement en vigueur sur les routes ivoiriennes. Cette première en Afrique de l'Ouest témoigne de la volonté du gouvernement de ne tolérer aucun cas d'incivisme des usagers de la route. Nous sommes dans un état de droit et les infractions sont intolérables. La vidéo-verbalisation en fait vient en appui aux efforts qui sont déployés par la gendarmerie et la police nationale sur le terrain. Pour que, en plus des actions qui sont déjà menées, nous puissions, dans le cadre d'un renforcement des capacités opérationnelles, disposer donc de moyens digitaux pour accompagner. C'est un outil qui est mis aussi à la disposition de l'ensemble de la communauté pour que nous puissions être beaucoup plus efficaces. Dans la pratique, les milliers de caméras installées dans plusieurs grandes villes du pays enregistrent l'infraction, la transmettent grâce au système de transport intelligent. La contravention est ensuite notifiée à l'usager par SMS, physiquement ou via l'espace digital du centre de gestion intégré. De leur côté, les forces de l'ordre se disent prêtes dans cette lutte contre l'insécurité routière. Concrètement, non seulement les effectifs sur la route seront renforcés, nous allons passer pour la phase de sensibilisation où on était à 241 policiers. Nous allons passer à 500 policiers. Les équipements vont être renforcés, les patrouilles sur les voies vont être accentuées. De même, au niveau de la gendarmerie, entre les différentes agglomérations, pour dire que réellement, nous passons à la seconde phase pour amener les uns et les autres à comprendre que le respect du code de la route est une exigence absolue. Notons que le contrevenant a la possibilité de consulter son infraction sur une plateforme en ligne. La phase pilote de la vidéo-verbalisation a enregistré 2 millions d'infractions en 3 mois. Le premier bilan de l'opérationnalisation sera établi dans les 6 prochains mois. Selon les données du ministère, 92% des accidents sont dus aux facteurs humains. Sur ces dernières années, le nombre d'accidents s'est accru de 21%, avec en 2020 1500 personnes tuées dans les accidents de la route. Sur le plan économique, les accidents de la route font perdre en moyenne 3% de croissance chaque année.
Dans l'actualité culturelle, le top départ de l'édition 2021 de Clapivoire, ce concours annuel de courts-métrages vidéo qui met en compétition des jeunes techniciens et réalisateurs des 8 pays membres de l'UEMOA. Cette année, il est prévu un concours dans chacun des pays membres et une édition internationale qui réunira les finalistes des 8 pays à Abidjan à partir de demain jusqu'au 10 septembre prochain pour l'édition en cours. Le point avec Yili Traoré et Mathurin Badé. Pour l'édition 2021 du festival concours de courts-métrages vidéo, les 16 finalistes des États de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA s'affronteront à Abidjan du 7 au 10 septembre prochain dans 2 catégories cinématographiques, fiction et documentaire, d'une durée de 13 minutes. Sachez que nous vous sommes reconnaissants d'avoir bravé donc la pandémie à coronavirus pour entrer dans vos laboratoires et terrains pour nous produire des films qui permettent à Clapivoire d'avoir de la matière pour se tenir. Vous êtes venus de tous les pays attendus. Et sans préjuger de la décision du jury, je reste convaincu que vous avez puisé au fond de vous-même pour nous sortir des films qui seront dignes des attentes que tous ici placent en vous. Nous voulons, à travers ce festival, contribuer à favoriser l'amélioration des savoir-faire des acteurs en général, mais surtout des jeunes en particulier, eux qui sont acteurs professionnels de demain. Je voudrais, à ce stade de mon propos, remercier particulièrement le président de la commission de l'UEMOA et tous ses collaborateurs qui, parce qu'ayant fait de Clapivoire un label régional, nous renouvellent leur traditionnel soutien en permettant, après l'intermède virtuel de 2020, la tenue en présentiel de l'édition 2021. Cette phase internationale du festival sera meublée par une table ronde des directeurs de la cinématographie des pays membres et des ateliers de formation ouverts au public et animés par un professionnel dans le monde du cinéma. À 6 jours de la rentrée scolaire dans le public, on fait le point ce soir des inscriptions en ligne. L'opération qui a démarré le 19 juillet pour les élèves du cycle secondaire prenne fin dimanche, veille de la rentrée scolaire, d'un coût de 6 000 francs CFA pour le public et 3 000 francs CFA pour le privé. Ce processus est validé par un reçu d'inscription à présenter dans les établissements avant toute autre démarche. Du côté des élèves, on s'active afin de s'enregistrer sur la plateforme digitale et se faire compter au nombre des inscrits pour la rentrée scolaire 2021-2022. Nadia Eja, Tanguy Conan. Mohamed Ba, élève en classe de terminale pour la rentrée scolaire 2021-2022, est présent dans ce cybercafé pour effectuer son inscription en ligne. Pour lui, comme pour tous les autres, cette étape est indispensable pour entamer la nouvelle année scolaire. Je suis venu faire mon inscription en ligne parce que c'est aujourd'hui que mes parents m'ont donné de l'argent parce que la rentrée c'est le 13. C'est une condition pour pouvoir rentrer à l'école. En quelques clics, c'est chose faite. Mohamed ressort avec en main son reçu. Pour cet autre élève, venu lui aussi procéder à son inscription en ligne, c'est l'infortune. Malgré plusieurs tentatives, la plateforme digitale ne semble pas lui être favorable aujourd'hui. Je n'ai pas à la maison pour revenir. Je suis venu faire, mais je n'ai pas pu faire. Parce qu'on dit que mon matricule est inconnu. Et mon matricule depuis la classe de 6e. L'année précédente, ça passait, mais cette année, on dit que ça ne passe pas. Ce cas, pas tout à fait isolé, pourrait s'expliquer par l'affluence des inscriptions au cours de cette semaine. C'est le dernier virage avant la rentrée scolaire. Sur la plateforme après l'inscription, souvent pour tirer la fiche d'inscription, ça met du temps avant que ça ne recherche. Donc on est obligé de patienter 5 à 10 minutes. Vu qu'actuellement il y a l'affluence sur le site est un peu saturé. Comme Tirbus, la plupart des cybercafés ou centres de traitement de texte effectuent de plus en plus d'opérations liées à l'inscription en ligne. Depuis la semaine passée, parents et élèves viennent effectuer l'inscription en ligne ici.
Quand ils arrivent, j'ai juste besoin de leur numéro matricule ou bien de leur code d'établissement pour ceux qui ont dû changer d'école. Une vingtaine d'inscriptions en ligne que j'effectue par jour. Bon, généralement, après les inscriptions, les gens viennent. Et puis bon, avec la connexion Internet, on va sur les sites et on met les numéros matricules et puis bon, on imprime les fiches. Ces temps-ci, là, en tout cas, il y a un peu d'influence par rapport aux autres jours. Depuis le 19 juillet, une plateforme est ouverte sur le site www.men-dpes.org afin de permettre aux élèves du cycle secondaire d'effectuer cette démarche qui s'achèvera le 12 septembre prochain. Les frais d'inscription de 6 000 francs CFA pour les établissements publics et 3 000 francs CFA pour les privés sont à régler via les services de transfert d'argent mobile. En sport, la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du monde de football Qatar 2022 se poursuit. Les éléphants de Côte d'Ivoire accueillent actuellement les lions indomptables du Cameroun au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Les éléphants mènent au score 2-0. Avant la rencontre, la présidente du comité de normalisation de la FIF mobilise autour des pachydermes ivoiriens. Le point avec Salif Yalekwe et Harouna Zeba. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, a appelé lundi les Ivoiriens à la mobilisation autour des éléphants footballeurs qui préparent plusieurs compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2022, le prochain Mondial 2022. Mariam Dao Gabala s'exprimait au cours d'une rencontre avec la presse sportive à quelques heures du match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial prochain, où la Côte d'Ivoire reçoit le Cameroun au stade Alassane Ouattara d'Ebempe dans le groupe D. Le temps est venu de nous mobiliser derrière notre équipe nationale, car nous avons un pays, un seul drapeau et une seule équipe. Le temps des joutes électorales arrive assurément, mais aujourd'hui, c'est le temps de comprendre que notre drapeau doit flotter dans 4 mois à la CAN en janvier 2022, dans 9 mois au Mondial 2022 et dans 17 mois à la CAN 2023 ici à Abidjan. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder plusieurs sujets liés au football ivoirien, notamment la pelouse défectueuse du stade d'Ebempe. À ce sujet, la patronne de la Maison de Verre rassure. La nouvelle pelouse est arrivée, les machines sont arrivées, mais le temps était ce qu'il est. Si on décidait de décaper la pelouse d'Ebempe et de mettre la nouvelle pelouse, les éléphants n'auraient pas pu jouer et on n'a pas d'autres stades agréés pour le jouer. Donc, ils vont jouer sur une pelouse qui a été entretenue, réaménagée, et dès après le match, la nouvelle pelouse va pouvoir être posée. Rallumer la flamme patriotique autour des éléphants footballeurs, l'initiative est fort appréciée. C'est une très belle initiative. Il est important, à quelques heures d'un match si important, qui est la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Côte d'Ivoire-Cameroun. Voilà, de mobiliser d'abord toute la presse et à travers la presse, tous les supporters, tous les Ivoiriens, afin que les éléphants sentent vraiment ce 11e homme. Nous décrions un peu que cette mobilisation ou ce déjeuner de presse arrive un peu en retard, mais comme le dit l'adage, il n'est jamais tard pour mieux faire. On est dans une campagne pour la Coupe du Monde et c'est une campagne qui ne va pas être facile. Il faut que les Ivoiriens soutiennent leur équipe et je pense que c'est la presse qui est mieux placée pour vraiment attirer toute la mobilisation autour de notre équipe nationale. Il faut que l'équipe joue bien d'abord, parce que s'il n'y a pas de bons résultats, la mobilisation sera compliquée. Ensuite, il faut que la presse ivoirienne fasse des critiques constructives, appelle les Ivoiriens à soutenir l'équipe et vraiment être souvent aussi indulgents après une mauvaise prestation. La Côte d'Ivoire affronte actuellement les lions indomptables du Cameroun. Il faudra une victoire du 11 ivoirien pour assurer son public après le match nul enregistré face au Mozambique vendredi dernier lors de la première journée. Tous derrière les éléphants, justement, jusqu'à la victoire finale dans ce match qui les oppose
aux Lions indomptables du Cameroun. Le match se joue en ce moment. Les éléphants de Côte d'Ivoire mènent sur un score de 2-0. Vive les éléphants. Merci d'avoir suivi ce journal qui prend ainsi fin. Merci à toute l'équipe de réalisation et à la rédaction. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50.